Nous sommes vendredi, c'est la porte du week-end. Bienvenue dans un rendez-vous du midi, votre émission de la mi-journée qui vous emporte un peu partout dans le monde à travers les informations pêle-mêle, l'art dans toutes ses formes, sans oublier bien entendu notre testeuse maison qui était aux casseroles cette semaine. L'invité de ce vendredi fait dans le stylisme et la photographie. Elle nous dira d'ailleurs tout sur son parcours qui peut déjà inspirer la jeunesse. C'est notre référence du jour et donc c'est parti. Allez, ils sont déjà installés, hein, c'est vendredi, c'est la porte du week-end, comme je le disais. Elles sont là, déjà en pleine forme, voilà, pleine de vigueur comme toujours et pleine de charme également. Gloria Oni, bonjour, bienvenue. Bruno, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Madame Sandra. Bonjour aux amis téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour conduire cette tranche de plaisir. Voilà, cette tranche de plaisir télévisuel que nous aimons bien par ici et qu'on espère que vous aimez également. Et on espère pouvoir vous donner le maximum de plaisir à nous suivre ce midi. Et juste à côté de vous, Ariane Da Silva, c'est elle hein, qui, sur ce plateau, nous déniche chaque fois des références des jeunes personnes qui ont réussi une reconversion parfois atypique dans la vie. Et aujourd'hui, elle nous emmène un exemple sur le plateau. Ariane, bonjour. Est-ce que je dois comprendre que je suis la spécialiste des références? Oui, exactement. En quelque sorte. Bonjour Bruno, Gloria, bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à ma chère invitée, Sandra Agbadjigan, c'est bien ça? Bienvenue sur le rendez-vous de midi. Bruno, tu me permets de continuer ou je te laisse prendre la parole à nouveau pour peut-être présenter l'invité? Allez-y, présentez-la et voilà, nous on est impatients de découvrir qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie et en quoi sa vie, surtout d'entrepreneur, peut nous inspirer bien sûr. D'accord. Alors, Sandra Agbadjigan, c'est notre référence du jour, je le disais. Elle est gestionnaire des ressources humaines, linguiste et journaliste de formation. Mais aujourd'hui, elle est plutôt dans un autre domaine. Donc, elle aurait pu être à ma place. Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, elle est styliste. Elle a décidé de changer un peu de cap et tout. Elle va nous expliquer pourquoi d'ailleurs elle a fait ce choix. Sandra Agbadjigan, à nouveau bienvenue. Merci Ariane. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de reconversion? En effet, il faut dire que je suis tombée amoureuse du secteur artisanal. J'ai analysé un peu l'environnement socio-économique de notre pays et j'ai compris tout de suite là qu'il y a un secteur qui n'est pas encore exploré dans notre pays. Et ce secteur, c'est le secteur artisanal qui est pourvoyeur d'emploi. Quand vous suivez une formation dans un métier artisanal, ça débouche directement sur l'emploi. Vous n'écrivez plus « j'ai l'honneur » à quelqu'un, l'honneur vous appartient. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les filières, aujourd'hui tout le monde jette la pierre à l'école, l'école n'est pas mauvaise en soi, c'est les filières qui ne sont plus en adéquation avec nos besoins sur le marché de l'emploi. Donc je me suis dit quel est ce secteur que je pourrais embrasser et dans le même temps, parce que quand on dit entrepreneur, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui cherche d'abord à solutionner au-delà du gain. C'est à solutionner. Donc, je me suis dit quel est ce secteur que je pourrais embrasser et puis ça va inspirer d'autres personnes à y adhérer. Mais c'est sûr qu'il y a des gens autour de vous, des parents, des frères, des sœurs, des tantes et tout, qui ont quand même eu leur point de vue par rapport à ce choix que vous avez eu à faire. Je suppose que vos parents ont investi sur vous et aujourd'hui, vous décidez d'emprunter un nouveau chemin. Comment est-ce qu'ils ont accueilli tout ça? Est-ce que ça a été aussi facile de les convaincre? Pas du tout facile, pas du tout facile. C'est notamment mon père qui était contre, paix à son âme. Il faut dire que j'ai fait l'ENEAM. J'ai fait la gestion des ressources humaines et communication à l'ENEAM. Et quand j'ai annoncé la nouvelle à mon père, en lui disant qu'aujourd'hui, je veux entrer dans le secteur artisanal, il m'a dit, Sandra, j'ai dépensé mes millions sur toi à l'ENEAM pour que tu sois. Et aujourd'hui, tu me dis que tu veux faire la couture, tu m'as déçue. Et j'ai persuadé mon père à ma manière en lui disant « Papa, ce n'est pas que je veux vous décevoir, mais au contraire, je veux compter des millions pour vous parce que le secteur artisanal, c'est un pouvoir d'emploi, de richesse aussi. » Donc, j'ai commencé la formation, évidemment, 2 semaines après, mon père était décédé. Donc, j'ai fait véritablement preuve d'hystérité
pour y arriver, comme on le dit. Il y a aussi les amis qui disaient, Sandra, c'est quoi, tu es en train de devenir folle ou quoi? Fais le journalisme, fais la linguistique, fais la gestion des ressources humaines et tout ça. Et aujourd'hui, tu dis que tu veux faire la couture, tu es en train de devenir folle. Je leur ai dit non, c'est pas que je suis en train de devenir folle, mais c'est parce que je veux avoir l'argent, parce que je veux solutionner, je veux apporter quelque chose dans ma cité. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce domaine-là dans lequel vous êtes, c'est un domaine au-delà de tout saturé quand même, parce qu'il y a beaucoup de stylistes aujourd'hui. C'est pas ce qui manque sous nos cieux. Alors, dans un contexte du genre, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? En toute sincérité, ce n'est pas que le stylisme chez moi. C'est le secteur artisanal en général. Et d'abord, il faut dire que c'est un projet social que je veux piloter et je connais très bien ma cité. Je ne voulais pas être lynchée dans mes actions et je me suis dit il faudrait que je sois d'abord l'exemple moi-même avant de commencer par d'urgence d'aller vers le secteur artisanal, parce que lorsque l'enfant va à l'université et on commence d'abord par les cours élémentaires, les cours secondaires, etc. jusqu'à l'université, ça fait quasi 15 ans d'études sans issue. Franchement, moi j'ai le cœur serré, ça me fait très mal. Et quand je vois les enfants aller à l'école au bout de 10 ans, de 15 ans sans issue, j'ai vachement mal. Et je me dis souvent que le développement, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, c'est la partition de chaque citoyen à la base. Donc cette partition que je voudrais apporter à ma cité, c'est de développer le secteur artisanal, c'est de communiquer, c'est de valoriser l'entrepreneuriat de type artisanal. Parce que quand vous faites une formation artisanale et que vous n'êtes pas forcément paresseux, vous pouvez travailler pour avoir l'argent nécessaire pour commencer votre business. Vous n'attendez pas une structure étatique, vous n'attendez pas une structure privée pour octroyer de l'argent. Si vous trouvez une structure pour vous octroyer de l'argent, c'est normal, c'est bien. Je ne suis pas contre tout ça. Mais ce que je dis est que le secteur artisanal ou les métiers artisanaux, quand vous faites ces métiers, ça vous permet également de travailler pour avoir l'argent nécessaire pour vos débuts. Donc, ce n'est pas forcément être styliste, non, ce n'est pas forcément ça. Mais ce qui me démarque, notamment aujourd'hui, c'est l'innovation que j'apporte en termes de créativité, en termes de créativité tout simplement quand je... D'accord. C'est vrai que c'est une passion et tout, mais comment est-ce que vous avez réussi à intégrer que vous voulez en fait vous épanouir dans le domaine de l'artisanat? Parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, après avoir fait par exemple des formations en journalisme, en administration, ne se voient pas forcément sur une machine en train de coudre. C'est ça, en fait. En plus, entreprendre, ce n'est pas facile. Et vous avez certainement des difficultés. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, créer, innover? Et quelle différence est-ce que vous pouvez faire entre votre vie actuelle, c'est-à-dire ce dans quoi vous êtes actuellement, et le journalisme, vos formations? Moi, je suis genre de personne, je ne rejette pas mon passé, je ne rejette pas tout ce que j'ai fait dans mon existence. Je pense que c'est chaque goutte de tout ce que j'ai fait qui sont en train de me faire aujourd'hui. Donc, la passion pour le stylisme, c'est déjà dès le bas âge. Déjà quand j'étais enfant, je prenais les coupons que je coupais à la maison et tout ça. Donc, cette passion qui était cachée, qui était un talent inné en moi, parce que les parents, vous savez, quoi qu'on dise dans notre cité, les parents développent une certaine aversion au métier manuel. Et même, quand bien même l'enfant a le talent nécessaire d'aller vers l'artisanat ou d'aller vers un métier artisanal, les parents n'aiment pas. Parce qu'on pense que ces métiers, c'est des métiers de honte. Et c'est normal. Référence parler, que les mécaniciens me pardonnent, référence parler. Lorsque vous trouvez un mécanicien dans nos rues, franchement, ça ne donne pas envie d'être mécanicien. Ils ne sont pas forcément bien habillés. Mais lorsque vous trouvez un banquier, ça donne envie d'être banquier. Donc, le problème fondamental, je pense que c'est parce que les artisans de notre pays, forcément, ne sont pas bien organisés. N'ont pas là forcément de valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Ils
franchement, n'ont pas l'air de valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ce qui ils sont fait importants dans notre société. C'est un maillon très important de la société. Moi, je pense vous retirez, par exemple, les mécaniciens de la société. C'est que voilà, vous paralysez pratiquement l'administration parce que les véhicules ne seront plus réparés. Aller au boulot sera un problème, etc. Mais est-ce que vous, Sandra, dans votre nouvelle vie de styliste, de couturière, est-ce qu'il vous est arrivé des moments de dépression totale où vous avez envie de tout abandonner? Ces moments durs là qu'un entrepreneur connaît souvent. En toute sincérité, oui. Surtout quand mon papa s'est éteint, c'était vraiment difficile pour moi. Mais moi, je suis le genre de personne, je dis c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Quel est le rapport entre le décès de votre papa et votre entreprise? Déjà, il faut que... j'ai commencé la formation 2 semaines après, mon père est décédé. Parce que j'ai dit tantôt que je veux m'engager dans un projet social. Et pour ça, il faut que je suive une formation. Et si mon père n'est pas là, celui qui... les géniteurs, c'est les accompagnateurs. Celui qui devait m'accompagner le plus n'est pas là. C'est choquant. C'est choquant. Ce n'est pas que pour l'argent, mais c'est pour le soutien moral. Et au début, mon père était contre le fait que je veux suivre une formation artisanale. J'ai persuadé mon père. Et savoir qu'au bout de 2 semaines, mon père s'éteint comme ça, franchement, ça m'a véritablement fait mal, ça m'a choqué, ça m'a déboussolé un moment, mais je me suis dit, c'est parce que c'est difficile qu'il faut persévérer, qu'il faut foncer pour tirer son épingle du jeu. Voilà. Il y a par exemple des gens aujourd'hui qui, comme vous, se sont reconvertis, ne sont plus forcément dans les domaines dans lesquels ils ont été formés dès le départ, mais qui estiment qu'ils ont perdu leur temps. Par exemple, je veux faire une formation en administration, je perds mon temps, alors que ma passion, c'est peut-être la couture comme vous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est une perte de temps? Est-ce que le fait d'avoir été formé, par exemple, dans l'administration, dans d'autres domaines, ne vous permet pas aujourd'hui de bien gérer votre entreprise? Merci Ariane, c'est bien ça. Moi, je ne pense pas ça. C'est pas qu'on a perdu son temps, pas du tout. Aucun temps n'est perdu sur cette terre. Si vous savez organiser les choses, si vous savez planifier les choses, si vous savez orienter ou réorienter les choses, ça va vous aider. Ça, je suis la preuve vivante. J'ai fait la gestion des ressources humaines à l'ENEAM et je pense que ces notions reçues en gestion sont en train de m'aider aujourd'hui dans l'organisation de mon travail, dans l'organisation de mon entreprise. Donc la personne qui a fait l'administration, sans doute, va recevoir des notions qui vont l'aider dans la gestion de son entreprise. Et franchement, vous savez, l'école en réalité, où je dirais les Blancs envoient leurs enfants à l'école en se référant à une ou les compétences dont ils ont besoin. Mon père a une entreprise. Il a besoin d'un gestionnaire, d'un manager. Il envoie son enfant recevoir les cours de management. Il a besoin d'un comptable. Il envoie l'enfant recevoir les cours de comptabilité, etc. Donc, entreprises familiales. Voilà, donc il faut dire que ces notions que l'enfant ira recevoir va aider son père dans son entreprise, l'entreprise qui sera léguée à l'enfant plus tard. Et pour finir très rapidement, Bruno, si tu le permets, le temps est passé, oui. Pour vous, en fait, la réussite en entrepreneuriat se base sur quoi? La persévérance, l'innovation, la résilience. Parce que l'entrepreneur ne doit pas avoir une vie comme les autres. L'entrepreneur doit faire preuve de résilience, de persévérance, d'innovation. L'entrepreneur ne gaspille pas son temps. D'accord. Ça, c'est de belles leçons, de belles leçons à retenir de la part de quelqu'un qui est en train d'exceller vraiment dans son domaine. Vous nous promettez au moins que vous ne faites pas partie des entrepreneurs magiciens qui ont démarré avec 0 francs. Ou ça a été votre cas aussi? Vous avez démarré avec 0 francs ou avec voilà, un budget, un fonds? En toute sincérité, 0 francs? Je ne pourrais pas dire 0 francs, je ne pourrais pas dire avec un budget. J'ai démarré quand même. C'est la réponse, c'est la réponse que je voulais parce que j'ai toujours voulu comprendre comment démarrer avec 0 francs. J'ai toujours pas. Mais avec l'artisanat, c'est possible. D'accord.
Ah ouais? On va peut-être en reparler une autre fois, parce que je suis difficile à convaincre sur la question. Allez, merci à vous, Sandra Agbadjigan, merci d'être cet exemple pour la jeunesse et merci d'avoir osé, parce que ce n'est pas facile d'oser dans la vie, de suivre des formations et de tourner droit à cette formation et embrasser tout un autre domaine du jour au lendemain comme ça, avec toujours les incertitudes de l'entrepreneuriat qui ne vous garantissent jamais la réussite. C'est vraiment un courage pour vous qui êtes une femme. Ce n'est pas courant de rencontrer des femmes qui osent comme ça, donc bravo à vous et merci d'inspirer voilà, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères et même nous autres jeunes également comme vous à, voilà, d'un moment donné à l'autre, oser entreprendre parce que nous ne l'avons pas encore osé, mais ça va venir en côtoyant des gens comme vous. Allez, on va poursuivre cette émission à présent. On va voilà, passer à une autre rubrique qui est souvent très aimée, très attendue sur ce plateau. C'est la rubrique Pêle-mêle, au cours de laquelle nous prenons un peu les informations d'ici et d'ailleurs, mais qui sont un peu voilà, de nature voilà, faits divers. À tout à l'heure. Allez, ce matin, Gloria, Ariane et Sandra, je vous présente un couple vraiment atypique que vous aurez en image à l'écran dans quelques instants grâce à l'aide de notre réalisateur. C'est un couple atypique parce que on sait et on conçoit dans la société qu'il y a une différence d'âge entre un homme et sa femme. Mais quand l'écart d'âge tourne pratiquement à l'inacceptable ou à l'inconcevable, c'est un peu choquant parfois. Voilà donc un couple dont la femme a 85 ans et l'homme 25 ans seulement, donc 60 ans de différence entre les deux. Donc c'est un jeune homme et sa mémé pratiquement. Et comme vous le voyez, ils passent des moments entre amoureux, des balades voilà, dans le quartier comme ça. Et le clou de tout ceci, c'est qu'ils ont un projet de se marier. Alors malgré les 60 ans d'écart qui séparent Mouyiwa, c'est l'homme donc qui a 25 ans, et qui est fou amoureux de Teresa, 85 ans. Donc c'est la mémé. Teresa et Mouyiwa se sont donc dit oui et sont prêts à franchir une nouvelle étape dans leur nouvelle relation qu'ils sont en train de vivre avec un amour fou en se mariant malgré la désapprobation des enfants de la dame, puisque la mémé Teresa a 8 enfants qu'elle a eu dans son passé avec voilà, un autre homme. Il se trouve que Teresa est donc la propriétaire de la maison que Mouyiwa et son ami louent. Donc vous comprenez comment les liens sont certainement partis. Il s'agit donc d'un locataire et de son propriétaire. Il se trouve que Teresa, donc, elle dit que elle est tombée amoureuse de ce jeune homme parce que son comportement lui plaît et il dit que les autres femmes qu'il a aimées par le passé, ça s'agissant de l'homme, étaient problématiques, mais que Teresa est tout simplement différente et il espère qu'elle ne mourra pas avant lui. Bien qu'elle ait 85 ans et lui 25 ans, il espère toujours qu'elle ne mourra pas avant lui. Je ne sais pas s'il espère mourir avant elle en retour. En tout cas, on va comprendre tout ceci certainement un jour. Et sur la façon dont ils sont tombés amoureux, Mouyiwa explique que c'est le comportement de Teresa envers lui qui l'a conquis. C'est un message pour ceux qui sont contre notre union. C'est mon choix, c'est mon bonheur. Chacun a le sien. Propos donc de Mouyiwa, très amoureux de mémé Teresa, 85 ans. Comme quoi, première leçon qu'on pourrait tirer, et voilà, des baisers entre amoureux, 25-85 ans, oui. Ce n'est pas interdit. Bruno, j'ai une préoccupation. J'ai pas fini. Non, je ne vais pas répondre à vos questions. Moi, je vous ai donné l'information. Je ne suis pas l'amoureux ici, je ne suis pas dans le couple. Mais première leçon qu'on peut tirer, c'est que l'homme dit qu'il a été attiré par le comportement de la femme. Qu'en dites-vous? Moi, je crois que c'est normal. S'il parle de comportement... Vous êtes contre ce genre de couple? Laissez-moi donner mon avis. Je crois que c'est normal quand il parle de comportement parce que Teresa, c'est une vieille personne déjà. C'est pas une jeune fille... Bon, une personne de troisième âge. Voilà, une personne vieille, de ça ne fait pas esthétique. Exactement. C'est ce que vous voulez. Il ne sera pas d'accord avec vous s'il vous écoute. Exactement. C'est... Elle n'aura pas forcément les caprices d'une jeune personne, comme moi, comme Ariane et autres. Donc, non, je ne dis pas ça. Moi, je suis capricieuse. Et voilà, toutes les femmes... Elle est capricieuse. On en supporte ici chaque jour. Exactement. Donc, je crois qu'il est en train d'éviter une femme capricieuse. Il ne veut pas de problème. En plus, cette dame, c'est une dame déjà faite. Elle est toute faite. Elle a sa maison qu'elle loue. Elle a tout. Qui loue, mais voilà. Je sais si actuellement il paye le loyer encore. C'est pas sûr. C'est ce que je dis. Donc, il veut en quelque sorte profiter de la dame. Donc, vous voyez un amour intéressé, côté homme?
Donc, l'amour de la femme vous paraît réel et l'amour de l'homme vous paraît intéressé. Exactement. Ariane, Ça c'est me votre paraît avis? intéressant. Moi, je serais plutôt neutre. On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Et c'est un choix que les deux ont eu à faire. Nous, on n'a pas à les juger. On accepte et puis on poursuit notre chemin. D'accord. Sandra? Et je voudrais savoir si les parents de l'homme sont d'accord ou qu'est-ce qu'ils en Non, pensent. c'est dit, je l'ai dit, les Personne parents n'est sont d'accord. contre. Les parents sont contre. Il dit que c'est son choix, c'est son bonheur, chacun a le assume. sien. Maintenant, Il assume d'être avec Ce Mémé qui me Thérèse à laisse 85 ans. perplexe, c'est qu'il dit qu'il espère ne pas mourir avant la dame. Non, la que dame ne que meurt Mémé pas. Thérèse ne Ne meurt meurt pas pas avant lui. avant lui. Que Dieu les ose. Amen. Sandra? C'est formidable, oui. C'est trop fort. L'amour peut faire des miracles. Réunir comme ça un jeune homme de 25 ans, pourquoi plein de pas. vigueur, plein de force, savez, plein d'avenir, se mettre avec une Je me personne demande, du je me troisième demande âge. s'il ne va pas endommager la dame. Ce qui est dans la chair, c'est l'esprit. Et D'accord. l'esprit, c'est le plus important. Peut-être D'accord. que dans une vie passée, ils ont fait le vœu de se réunir encore dans une vie présente. Et peut-être que donc Mémé Thérèse est, on va dire, âgée. mais physiquement, c'est le corps qui est jeune, âgé. mais jeune dans l'esprit. Voilà. Peut-être Peut-être. l'âme sœur. En tout cas, on a vu des balades entre amoureux. C'est dit que Mémé Thérèse a quand même des réflexes de jeune fille. Hein. Vous aimez d'ailleurs les balades en amoureux? J'adore les balades. Mémé Thérèse le fait, ça veut dire qu'elle est vraiment en concurrence avec vous en termes de comportement amoureux. Non, donc, mais elle ne constitue essaie- pas une menace pour les jeunes. Donc. Non, non, non. Elle, C'est elle pas essaie, une menace, elle essaie ça. elle essaie de se mettre au pas. Allez, on va passer à une autre information très, très intéressante également. Que faites-vous quand vous voyez les cafards à la maison? Elle est là, Je frémie fais- tout de suite. Mon Je réflexe. déteste Vous les détestez, vous, Moi, j'ai peur des cafards. peur. Et vous, Je déteste tout simplement les cafards. détestez, mais donc qu'est-ce que vous faites? Vous Oui, fuyez, le soyez premier clair. réflexe, Vous c'est fuyez, de- vous cherchez à de tuer. choisir, par exemple, un insecticide et de le tuer. C'est vrai que c'est pas normal. Bon, j'ai parce une que mauvaise c'est- nouvelle pour vous. C'est un être. J'ai une mauvaise nouvelle pour Vivant. vous. Si vous tuez les cafards, vous les fuyez, etc., parce que ça peut vous rendre riche. Et je vous amène... Sérieux? Oui, je vous amène découvrir un homme qui fait de l'élevage, c'est surprenant, de cafards. Et aujourd'hui, il est très riche, mondialement reconnu, et reçoit les commandes de partout dans le monde. Et livre un cafard à $10. Ça fait environ 5 000 francs CFA. Je vous laisse le découvrir. Lucius est menuisier, un métier qui lui rapporte très peu d'argent. Alors, il a lancé un élevage de cafards pour nourrir ses animaux. Face à un intérêt croissant, Lucius a commencé à vendre ses insectes. Aujourd'hui, il reçoit des commandes du monde entier. Il existe 70 espèces de cafards. Ceux que l'on trouve dans les toilettes, dans vos maisons, ou encore ceux que l'on trouve dans la forêt. Mais il existe des cafards qui sont inoffensifs pour les êtres humains et riches en protéines. Quand j'ai commencé mon élevage, ma communauté pensait que j'étais fou. Cet élevage demande très peu d'investissement. Coupez une orange en deux, ensuite laissez l'orange dans une boîte avec vos cafards et vaquez à vos autres occupations. Vous devrez les nourrir 3 jours plus tard. Mélangez une pomme de terre avec une orange ou une orange avec du manioc par exemple. Un œuf produit entre 30 et 50 cafards. Je vends un cafard à $10. Alors imaginez ce que je gagne quand j'en vends plusieurs. Grâce au cafard, j'ai pu construire une maison. Et j'ai un terrain sur lequel j'ai construit des étangs à poissons et j'ai aussi ajouté des poulaillers. Déguster des cafards, certains ont encore du mal à se faire à cette idée. Non, je ne peux pas manger de cafard. Je n'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais vu des gens en manger. Non, 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 non. C'est pour les gens à l'étranger. Mais ça dépend aussi de l'environnement. Hein. Si je voyage et que les gens en mangent, peut-être que je le ferai. Mais la consommation de ces insectes a-t-elle des bienfaits sur la santé ? Les gens considèrent que les cafards sont sales et quand on en voit un, le premier réflexe c'est de le tuer. Mais s'ils sont bien entretenus et conservés dans un bon environnement, on peut les manger en raison de leur valeur nutritive. Des études montrent que les cafards ont une importante teneur en protéines. Mais les cafards ont aussi des huiles saines. Les cafards sont riches en vitamines et minéraux, en particulier la vitamine B12. Ils ont du fer et aussi du zinc, des minéraux qui renforcent le système immunitaire.
Ils peuvent également être utilisés pour produire du lait, qui est également très sain. Le principal problème, c'est qu'une personne doit consommer les cafards en quantité limitée. En raison des protéines et de la graisse qu'ils contiennent, cela peut entraîner une prise de poids. Et voilà, comme quoi il faut tout tenter dans la vie, il faut essayer beaucoup de choses, on ne sait jamais d'où est-ce que ça peut sourire. Et là, voilà, un simple menuisier qui avait du mal à arrondir ses fins de mois et qui a décidé de se lancer dans l'élevage des cafards et qui aujourd'hui est clairement un homme fortuné grâce à l'élevage des cafards, une activité atypique dans notre société. Sandra? C'est le génie artisanal aussi, il faut le dire. Génie artisanal, simplement. Allez, on n'a plus assez de temps. Ça vous impressionne, vous? Oui, je suis très impressionnée. Franchement, quoi, le cafard. Sauf que vous n'aurez jamais fait ça. Non, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, j'ai eu la chair de poule. Je me vois pas en train de toucher au cafard et tout. Cafard. Mais Lucie, lui, il le fait tranquillement. Et puis, voilà, il ne touche plus à sa scie de menuisier parce qu'il gagne sa vie largement avec l'élevage. Ouais, avec l'élevage. Et probablement, ils ne sont pas nombreux dans ce domaine. Donc, c'est produit tranquillement. Je rappelle, hein, $10 le cafard. Ça fait 5 000 francs CFA. Donc, c'est plus qu'un poulet pratiquement. Tu imagines le nombre de cafards que tu as déjà tué dans ta vie. C'est plus que le prix d'un poulet. Allez, on va poursuivre cette émission très rapidement. J'ai une dernière information pour vous. Il y a encore un an, nous étions sur ce même plateau et on vous avait projeté les images de la dame qui battait le record du nombre d'enfants en une naissance. Elle en avait fait 9 au total. C'était une Malienne, donc une naissance qui a eu lieu du côté du Maroc parce qu'elle a été vraiment assistée. Aujourd'hui, on repart découvrir ce que les enfants sont devenus. La bonne nouvelle, c'est que les 9 enfants sont encore tous en vie. Donc, c'est vraiment, ils ont bien grandi, ils sont tous en vie. Ils ont de l'embonpoint. C'est beaucoup de bonnes nouvelles pour cette maman, même si son quotidien est vraiment épuisant d'être en charge de 9 enfants à la fois. Avec la grossesse, c'est pas du tout facile. Pour dormir, pour se réveiller, c'est très, très difficile. Mais avec la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, l'aide de Dieu, tout s'est bien passé. Ça fait plaisir aussi de voir les enfants en bonne santé. Pour les débuts, ce n'était pas du tout facile parce qu'ils sont très prématurés. De les voir aussi en bonne santé, tout ça fait oublier tout ce que j'ai enduré durant tout ce temps-là. Ils sont en bonne santé, on dit Dieu merci, alhamdoulilah. Les enfants ils ne dorment pas en même temps. Il y a d'autres qui dorment un peu plus tard, d'autres se réveillent, ne dorment pas ensemble. Allaitement, là, c'est pas du tout facile, mais quand on est là, à la clinique là-bas, je fais le lait, j'envoie un peu de lait maternel. Après, on continue avec les biberons et tout. Nous avons quand même une journée trop chargée et on arrive quand même à s'organiser au réveil. Les infirmières sont là, s'occupent vraiment de tout ce qui concerne les couches, biberons et autres là. Bien sûr avec madame et sa grande sœur. À partir de 10h, les bébés sont là dans le salon. Il y a la télé qui est là. Ils aiment vraiment regarder les dessins animés. Et quand on leur met ça, ils sont tranquilles. C'est une gratification divine d'avoir ces enfants. Nous ne sommes pas inquiets de l'avenir de ces enfants. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'État malien s'est engagé, continue à suivre les enfants.
En ce qui concerne leur avenir aussi, Allah le Tout-Puissant qui nous a donné ces enfants décidera de leur sort et nous donnera, Inch'Allah, les moyens qu'il faut d'épauler ces enfants. C'est l'histoire d'une famille devenue nombreuse, comme on les appelle ailleurs, juste en un geste comme ça. Un onuplé, c'est pas simple. Surtout à gérer. L'accouchement, c'est une paire de manches. Prendre soin de 9 enfants au quotidien, en même temps, les uns avec leurs caprices, les autres en train de pleurer, dormir, voilà, faire les besoins par-ci, par-là, aller jeter le poste téléviseur par terre, casser le portable par-ci. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout. Imaginez 9 enfants qui vont à 4 pattes en même temps dans la maison, chacun dans son coin en train d'aller. Moi, je m'imagine à l'hôpital avec ma grossesse, j'accouche, après on me dit que j'ai accouché 9 enfants. Mais je vais commencer par pleurer. C'est la bénédiction de Dieu. Bénédiction, 9 enfants. Ouais, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Je pense que ça, c'est l'œuvre de Dieu. On dit souvent que Dieu ne nous donne que ce que nous pouvons supporter. Voilà. La preuve, c'est que nous avons vu la maman, elle est fraîche. On ne dirait pas qu'elle est subi. On ne dirait même pas qu'elle a fait 9 enfants. 9 accouchements. Et on rappelle, les circonstances de la naissance n'étaient pas césariennes. Je ne sais plus s'il y a des souvenirs exacts, mais je ne pense pas que c'était pas césarienne, donc c'est vraiment extraordinaire. En plus, ce qui est impressionnant, c'est que les enfants ont bien grandi. Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Tous beaux. Sandra? Dieu est juste grand. On ne joue pas avec tous les hommes. Il est violent, lui, là. Il est très violent. Oh, il n'est pas violent. C'est plutôt Dieu qui est insondable. C'est Dieu qui est insondable, simplement. Merci beaucoup à vous. Allez, on va refermer cette page. Il y a encore d'autres informations, mais le temps est vraiment passé. On va se reprendre jeudi prochain pour d'autres informations. Pêle-mêle, nous sommes avec notre testeuse maison sur ce plateau, Gloria Oni, qui était avec les sœurs religieuses. Cette semaine, elle est allée chez elle pour tester la préparation du fétri gboma et de la pâte faite à base de gari qu'on appelle communément chez nous du piron, eba, comme vous le voulez. En tout cas, que ce soit fait à base de gari à la fin. On va suivre un peu ce que vous avez ramené pour nous et puis elle n'a rien ramené. En image, bien sûr. En image. La précision est importante. Nous n'avons rien sur ce plateau. Le magazine est réalisé, mais la nourriture n'est pas là. C'est dans ton ventre. C'est digéré depuis. Digéré depuis. Allez, c'est parti pour... j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je veux tester la préparation d'une sauce, la sauce gombo, communément appelée chez nous fétri gboma. Cette sauce sera accompagnée du bon piron eba. Et pour le faire, je suis avec une religieuse, une sœur qui s'occupe des enfants dans ce centre. Elle va m'accompagner dans les préparatifs et dans la préparation de ce plat. On y va. Chers téléspectateurs, nous venons de finir la récolte des gombos. Nous allons passer à la cuisine pour la sauce proprement dite et nous vous revenons dans quelques instants. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer vraiment à la cuisine. Je vais faire découper les gombos comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire le piron aussi, c'est le gari qui est là. Je vais faire le piron, je vais faire le fétri gboma et je vais goûter ici. Je crois que vous aurez aussi envie de goûter là où vous êtes. À tout de suite.
poisson d'abord, du poisson frit. De la moutarde. Crevettes. Un peu du piment. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce J'ai testé pour vous. Vous l'avez vu, on a fait du bas, du piron, on a fait du combo feutré Beaumont. C'est du waouh. J'aurais aimé que vous soyez là, ici avec moi pour déguster ce plat. Malheureusement, c'est pas possible. Merci et à très bientôt. Nous aussi, nous aurions aimé que vous nous disiez l'heure du tournage pour qu'on y soit. Vous ne l'avez pas dit. Donc, votre regret est un peu hypocrite quand même. Non, vous auriez dû nous dire l'heure du tournage et on y sera. L'heure du tournage, Ariane serait sur un autre tournage. Oui, et moi? Bruno aussi. Parce que chacun a son emploi du temps dans la maison ici. Je ne peux pas vous emmener avec moi. Les emplois étant un peu se refaire. Non, les emplois étant sans faire pour être refaits. Allez, comment a été cette expérience pour vous de cuisiner, même si vous êtes déjà à la base exactement, qui aime beaucoup cuisiner? J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à faire ça, du piron et tout. C'est un plat que je savais faire déjà. Et je suis allée là-bas. J'ai fait le gari moi-même. Je ne sais pas si vous Quelle a l'avez été fait. la touche de perfectionnement donc, sur ce tournage? Qu'est-ce que je peux dire? Quelle touche de perfectionnement? Est-ce que vous avez appris de plus? C'est avoir fait toi-même le gari. Est-ce que tu avais l'habitude toi-même de faire Bon, au village, honnêtement, au village, j'avais l'habitude de le dans faire. les collines. Donc, est-ce que tu as déjà visité, par exemple, des champs de gombo? Oui, ça, mais Dans c'est les collines. pratiquement tous les jours. Donc, tu n'as rien appris de plus? La différence ici, c'est qu'on n'a pas utilisé des bouillons. D'accord. On n'a pas utilisé des bouillons, on a utilisé des crevettes en poudre. D'habitude, c'est des bouillons que j'utilise, donc c'est ce qui fait la différence entre ce que j'ai l'habitude de faire et ce que je viens de faire. D'accord. C'est tout. Allez, mais c'était délicieux. Vous honnêtement, aimez le c'était feutré Beaumont, vous? D'accord. Vous en préparez? Oui. Et si vous deviez noter notre testeuse, vous lui aurez donné combien? Même sans avoir goûté. 20 suivants, hein, parce que on peut être intellectuel et être une bonne femme aussi. Hein. Les étoiles. Moi, je n'aurais jamais donné 20 sur 20 parce que je n'ai pas goûté, donc ça peut être beau dans l'apparence, mais désagréable à manger. Ou trop salé, on n'en sait rien. Peut-être que c'était trop salé, mais comme c'est face à la caméra, il fallait qu'elle fasse des mimiques. Qu'elle m'a donné faim. Parce qu'il est midi passé. Oui, il est midi passé. Donc, je vais vous libérer et puis vous m'attendez juste 10 minutes et on se retrouve de l'autre côté. Pour du feutré Beaumont. Je sais là où ça se vend, je sais là où il y en a de qualité bien supérieure à ce que Gloria a préparé. Gloria, que nous aimons bien par ici, merci d'avoir testé cela. La prochaine fois, vous testez quoi pour nous? Je compte tester de la salsa pour vous. Salsa, d'accord. Ça peut se pratiquer ici à la fin. Bon, pourquoi pas avec Bruno ou avec un homme qui serait là. Non, mais toi, tu es je vais demander permission et puis après, on verra. On va bien voir. Allez, c'était pour vous taquiner.
On va poursuivre cette émission de Rendez-vous de midi. C'est presque la fin. Nous avons des invités qui vont nous parler dans un instant, bien entendu, d'un programme spirituel qui attend les populations de Cotonou, les populations d'Abomey-Calavi et environ. Prenez le rendez-vous pour ce grand rendez-vous qui aura lieu du 4 au 10 juin prochain du côté de Arconville au Palais de la Gratitude. Deux invités, comme je le disais, viendront nous en parler dans un instant. On marque une courte pause et puis on les retrouve juste après ce jingle. Et voilà, elles sont déjà avec nous, deux dames, deux sœurs, j'allais dire, Danaya Akhla et Dabara Akhla. Donc, qui sont là, elles sont toutes deux membres de l'ACAD. L'ACAD, donc, c'est bien entendu cette structure qui organise cette conférence qui va se tenir du 4 au 10 juin prochain du côté d'Abomey-Calavi à Arconville, précisément au Palais de la Gratitude. Tous les soirs, à partir de 19h, elles nous donneront toutes les précisions. Et le thème, bien entendu, de ce programme, c'est le retour du Sauveur sur la terre. Ce retour qu'on attend et qui est, je crois, tout proche vraiment. Elles nous diront si c'est le cas. Alors, j'allais confondre les noms, mais j'ai des petites marques pour distinguer vraiment. Là, c'est Dabara Akhla et là, c'est Danaya Akhla. Exactement. Alors, présentez-nous l'ACAD, puisque c'est l'ACAD qui est en train de mettre sur pied ce programme qui va certainement faire vibrer voilà, la jeunesse et tous ceux qui aiment Dieu dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Voilà, merci beaucoup d'abord. Pour présenter l'ACAD, je vais d'abord parler d'unicité, de la notion d'être unique et invariable, indivisible. Et c'est ce qu'est la nature du Créateur en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il a et en tout ce qu'il fait. Donc, ACAD, c'est un mot hébreu qui signifie justement unique et qui explique la nature du Créateur lui-même et qui exclut de cette nature tout ce qui se trouve dans la multidiversité par rapport à la foi en lui. D'accord. Et vraiment, Dieu est unique en son genre. Nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est vraiment unique. Alors, on parle de restauration de l'histoire de l'humanité avec vous, Danaya. Dites-nous, qu'est-ce que cela renferme véritablement? Monsieur Bruno, merci. Quand nous parlons d'histoire ici, ce n'est pas l'histoire telle que nous la connaissons, c'est-à-dire des écrits dans des livres, mais il s'agit de l'histoire du Créateur avec l'homme. Parce que l'histoire, c'est d'abord le Créateur qui se fait toujours connaître parce qu'il est ACAD à travers un homme. D'accord. Et l'histoire, justement, c'est son histoire avec l'homme, c'est son histoire avec son peuple. Allez-y. C'est son histoire avec son peuple sur la terre, et c'est de cette histoire qu'il s'agit. D'accord. Donc, c'est de cette histoire qu'il s'agit, l'histoire avec son peuple. Et on va également parler au cours de cette conférence certainement de l'œuvre accomplie par l'ACAD. Ce n'est pas forcément un thème à aborder dans la conférence, mais l'ACAD est une structure qui fait vraiment beaucoup. Pouvez-vous nous parler de l'œuvre accomplie par l'ACAD? Je vais d'abord faire un petit retour en arrière par rapport à, je pense, une confusion que nous faites. Parce que quand nous parlons d'ACAD, nous ne parlons pas de Dieu. Non, d'accord. Nous ne parlons pas de Dieu, nous parlons de quelqu'un qui est différent du Dieu que tous les hommes connaissent. Et Dieu s'exprime dans la multidiversité parce que Dieu, on le connaît à travers des religions. Et ce dont nous parlons, ce n'est pas une religion, c'est l'être qui a créé tout l'univers et qui est ACAD et qui donc ne s'exprime pas dans la multidiversité. D'accord, d'accord. Voilà, c'est bien de le préciser. Voilà. Et par rapport à son œuvre, c'est une œuvre de salut qu'il accomplit. Et ça part du principe que si on dit que le Créateur est ACAD, son contraire qui est le diable est dans la multidiversité. Il s'exprime en plusieurs. Et donc, dès la chute d'Adam, il y a eu 3 esprits qui sont venus s'installer dans le cœur de l'homme. Et son œuvre principale, déjà, commence par le dépouillement du cœur de l'homme de ces 3 esprits. Et donc, il a dépouillé ces esprits dans ce corps qu'il porte dans cette génération. Il l'a dépouillé en nous-mêmes qui sont là, qui sont un témoignage vivant de son œuvre. Et il a dépouillé aussi dans une autre personne qui était censée, dans cette génération, servir de façon particulière le diable et être l'œil de ces 3 esprits et que vous pourrez rencontrer au courant de cette conférence qui est présente et que beaucoup de personnes pourront rencontrer et entendre son expérience par rapport à la destinée qu'elle avait avant de rencontrer celui qui l'a sauvé.
D'accord. Je suis avec Gloria qui vient de prendre connaissance de ce programme et qui sans doute a également des questions. Exactement. Si vous me permettez, je voudrais compléter ce que Dabara a dit. Et également dans l'œuvre que le Créateur a déjà accomplie, c'est ce qu'il nous donne aussi, à nous qui l'avons déjà expérimenté, à notre tour, il nous donne cette autorité-là pour juger ces 3 esprits dans la vie d'autres hommes. Parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas venu pour juger l'homme, mais il est venu pour juger 3 esprits qui sont le dragon, la bête et le faux prophète dans le cœur de l'homme pour amener l'homme à sa vie Akkad. D'accord. Exactement. Moi, j'ai une préoccupation. Qu'est-ce qu'un citoyen béninois pourrait gagner en participant à cette conférence? Connaître déjà l'Akkad, le Créateur, et obtenir le salut de son âme. Parce que je pense que tout homme est intéressé par le salut. C'est ça d'abord, le premier gain qu'on peut trouver à rencontrer l'Akkad et à vivre cette conférence. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi sera fait ce programme, puisqu'on parle du 4 au 10 juin, ça fait 6 jours, 6 à 7 jours. 6 à 7 jours. Voilà, de programme, c'est pratiquement... C'est une conférence internationale. Oui, c'est une conférence internationale. Qui peut participer? Comment participer? Y a-t-il un numéro à contacter? Tout le monde peut participer. D'accord. Tout le monde, toute personne qui se préoccupe du salut de son âme peut participer. C'est ouvert à tout le monde parce que le Créateur a fait l'homme pas pour qu'il se perde, mais pour qu'il vive en lui. D'accord. Et donc déjà, à cette conférence, on peut être informé par rapport à tout ce que le Créateur a mis en place justement pour le salut de l'homme. C'est ouvert à tout l'homme, à tous les hommes, sans distinction de religion, de race. De sexe. Parce que la religion, pour vous dire, ce n'est pas le fait du Créateur. D'accord. Ce n'est pas le fait du Créateur. Et donc, voilà, ça se passe au Palais de la Gratitude. Justement, Palais de la Gratitude, tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous avez une petite indication à donner sur ce plateau pour ceux qui se perdront, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément Akonville? Y a-t-il un grand carrefour à côté? Le palais, c'est où pratiquement? Est-ce qu'on peut donner... ou tout au moins des numéros à contacter en cas de, difficulté à localiser le Palais de la Gratitude? Alors nous avons 2 numéros, le 67 76 93 35 et le 60 87 87 38. On reprend une fois encore pour ceux qui n'ont pas pu noter, un peu plus lentement aussi. Le 67 76 93 35 et le 60 87 87 38. Voilà, donc 2 numéros à contacter pour vous rendre au Palais de la Gratitude. C'est à Akonville entre le 4 et le 10 juin prochain, donc c'est dans quelques jours exactement. Alors, est-ce qu'il y a de grands noms de conférenciers à donner? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails si ce n'est pas indiscret? Il y a eu pas mal d'affiches déjà pour trouver le chemin. Je pense que c'est déjà sur les affiches. Il y a des flyers. D'accord. Et ce qui est titré sur les affiches, c'est de rencontrer le Sauveur lui-même, le retour du Sauveur après 18 siècles d'apostasie, 18 siècles d'absence sur la terre, où on a vu une multitude de religions, une multitude de pratiques de foi qui n'ont rien à voir avec sa vie et qui aujourd'hui revient pour remettre tout à sa place. Sa place, selon sa pensée et ses projets pour l'homme. D'accord. S'il vous plaît, madame, on a tellement entendu parler des conférences, Dieu, prière, église. Quelle serait la différence entre les autres conférences? La particularité de la vôtre. Particularité, exactement. La particularité. De tout ce que j'avais suivi comme conférence, prière et tout. Qu'est-ce que je gagne en surplus en venant à la conférence dénommée Le Retour du Sauveur sur la terre? Qu'est-ce que je gagne? Je laisserai Dana répondre. Je vais essayer de vous répondre. Ce que vous gagnez, ce n'est pas un surplus. Ce que vous gagnez, c'est l'essentiel, c'est-à-dire le salut de votre âme. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de pensée philosophique, il s'agit d'un fait, il s'agit d'un vécu qui est de connaître le Créateur, qui est Akkad. Et comme Dabara l'a défini tout au début, il est unique, il est ce que personne d'autre n'est. Il fait ce que personne d'autre ne fait. Il dit ce que personne d'autre ne dit. Il a ce que personne d'autre n'a. Ce que nous vous annonçons, ce n'est pas un nouveau courant de pensée. Ce n'est pas une nouvelle dénomination. Ce n'est pas une religion. Mais nous vous annonçons le salut. Le salut que le Créateur de toute éternité a toujours voulu pour l'homme. Et vraiment, nous invitons
toute la population béninoise, parce que cette révélation du Sauveur aux hommes se fait sur sa terre d'origine, parce que nous savons que la terre où apparut le premier homme, c'est la terre africaine, et c'est sur la terre de Juda, qui est la terre béninoise. Et moi, vraiment, je voudrais inviter... La terre de Juda, je n'ai pas compris. C'est la terre de Juda, la terre béninoise. Ce n'est pas ce que l'histoire nous a enseigné, qui est la terre d'Israël, là où on la situe. Mais c'est la terre de Juda. Juda, Iscariote ou... Non, la terre de Juda. De la tribu de Juda. Voilà. Pas Juda Iscariote. Et donc moi, vraiment, je voudrais inviter toute la population béninoise, même si c'est par curiosité. Même gabonaise. Oui, même gabonaise, si vous voulez. Parce qu'il y a des Gabonais au Bénin. Oui, même si c'est par curiosité, venez. Parce qu'il s'agit ici de vie, il s'agit ici d'éternité. Voilà, le temps est vraiment parti. On va refermer cette émission. Mais y a-t-il des canaux digitaux par lesquels ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement pourront, de leur lieu de travail, de leur pays même, pourquoi pas, suivre quand même cette conférence pour le salut de leur âme? Bien sûr. Il est prévu un site Internet. Pour la retransmission en ligne. Retransmission en ligne. On a tout un panel de dispositions prises par rapport aux médias qui sont mis en place et sur lesquels tout le monde pourra aussi aller suivre, pas en direct, mais je pense que chaque soirée sera mise en ligne. Je pense, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais je pense que après les 10 jours, les 7 jours plus tôt, on pourra avoir toute la conférence sera en ligne pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et aussi un site où on peut savoir de quoi parle l'ACAD et ce qu'est l'ACAD. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Tabara Akhla. Merci également à vous, Danaya Akhla. Merci de nous avoir parlé de l'ACAD, de nous avoir parlé de cette conférence qui va se tenir, je le répète une fois encore, du 4 au 10 juin prochain au Palais de la Gratitude. C'est à Arconville, à Abomey-Calavi. Prenez donc le rendez-vous tous les soirs à partir de 19h à la rencontre d'ACAD et du salut de votre âme. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce numéro du rendez-vous de midi qui se referme déjà malheureusement. Prenez soin de vous et bonne suite de soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite. Merci à vous.